Salut Excellent. Sacha. Bonjour Sacha, bonjour Flora, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. C'est très très marrant cette histoire de manicure, etc. Je suis en train de démarrer un peu, c'est très très sympa. C'est bien pour démarrer un peu sur le foot, ça convient parfaitement. Donc Bah, c'est C'est original. tu sais comment c'est ici, Sacha. C'est ambiance familiale, ambiance détente, et puis ça parle de foot entre spécialistes. Et je me sens quand même bien entouré, puisqu'on a un spécialiste foot belge, une spécialiste Première Ligue, et moi je suis spécialiste transition. Donc je vais faire des transitions là-dedans. Et là, Non, mais Sacha, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. On tenait vraiment à t'inviter, puisqu'on a vu la news du transfert d'Onana en Première Ligue à Everton. Et tu as eu quand même la chance de faire un entretien avec lui de qualité. Par tes propres moyens, quelque chose d'assez inspirant qui a été beaucoup repris en plus sur les réseaux, et on va se le re-regarder tout à l'heure dans l'intervalle avant la Super Coupe d'Europe, parce que vous allez vous régaler, c'est vraiment un super entretien, et on voulait que tu nous parles un petit peu de ce talent, savoir un peu ce que ça vaut. On sait qu'il a un cursus intéressant avec les équipes jeunes en Belgique, qu'il a joué au ouais. LOSC évidemment, mais bon, je suis sûr que tu sauras beaucoup mieux nous conter un petit peu les merveilles d'Amadou Onana que moi. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un joueur assez. Je vais commencer par ça parce que je pense que c'est le plus important à savoir quand on parle d'Amadou. C'est un joueur assez fascinant parce que quand il parle, quand il s'exprime dans sa manière d'imposer un peu son rythme et dans son énergie en tant qu'être humain, il y a quelque chose de très différent qui sort de lui en fait. On a un peu l'impression qu'il est né mature, né prêt dans sa façon de voir sa carrière, dans sa manière de justement de prendre du recul par rapport à son parcours, à toutes les difficultés qu'il a eu à vivre de Dakar à Koloban, là où il est né, jusqu'à aujourd'hui et ce magnifique transfert à Everton. On a l'impression il a pris la fusée, il a démarré directement. Et c'est une espèce d'ascension fulgurante qui, moi, je pense, ne fait que démarrer, quoi. Il n'a que 20 ans. Et dans l'espace de 2-3 ans, il a pris, il a pris directement le vaisseau pour monter direction les astres, quoi. C'est assez impressionnant de voir d'abord son évolution et puis aussi dans quelle mesure il arrive à gérer ça avec un calme et quand même un professionnalisme déjà très important alors qu'il a quasiment rien fait dans sa carrière, il a rien gagné. Voilà, quoi, on parle d'un joueur qui est tout frais, tout neuf, qui vient d'arriver. ouais, mais c'est assez ouf. On va quand même juste reposer les bases parce que c'est vrai qu'on a annoncé hier l'officialisation 36 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, sans les bonus pour 5 saisons. Il a que 20 ans quand même, Sacha, tu l'as dit. C'est une énorme somme quand même, non? Pour un mec de seulement 20 ans. C'est une énorme somme, mais quelque part, c'est un peu la loi du marché. Le joueur de foot, comme tu le sais, aime comment dire, plutôt les clubs par rapport aux joueurs. Euh, Quand ils reçoivent une offre, après derrière, ils aiment peut-être que en chercher une offre qui est un peu plus importante, etc. Tu sais comment le marché fonctionne. Et ici, de toute façon, l'État, dès le départ, avait dit, Olivier Létang, président de l'UCLOS, qui avait dit on veut 40 millions. Donc on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle mesure, mais s'il faut qu'il parte, puisqu'il n'est pas du tout prévu qu'un match parte, si vous voulez partir, vous devez avoir une offre. Et il n'y a que les Anglais qui peuvent à un moment donné y aller. Il y a eu West Ham, effectivement, qui avait trouvé un accord sur 35 millions plus 5 en bonus à un moment donné avec le LOS. Ils ne se sont absolument pas arrangés du tout avec le joueur. Il y avait des différences en termes humains, même extrêmement importantes entre les dirigeants de West Ham d'un côté et de l'autre, les agents et Amadou Onana. Donc, ça n'a pas du tout pu se faire parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il y a également les Steelers. Voilà. Donc, Everton est arrivé un peu comme le projet sportif le plus intéressant. Ce que dit vraiment l'entourage de Nana, c'est que tous les éléments étaient vraiment réunis pour que Amadou finisse à Everton. Et alors, on va en parler, bien sûr, mais je pense que ce sera aussi, toi, Flora, qui suis toute la première ligue, toute la saison, ce sera vraiment très important à analyser. C'est l'impact qu'a eu Franck Lampard dans la venue d'Amadou Onana, parce que c'est
c'est 70% du travail. Ouais, j'allais t'en parler justement après parce que c'est vrai que quand on est un jeune joueur comme ça, qu'on est un peu courtisé par pas mal de clubs en Angleterre, c'est pas des clubs. Alors, on va pas taper dans les United, Chelsea, Liverpool, etc. C'est pas les clubs les plus PPL, c'est des clubs qui sont un peu plus historiques, on va dire. Alors, je dis pas que les gros sont pas historiques, mais je veux dire si on veut les qualifier, c'est des clubs historiques. Et du coup, on a envie de comprendre aussi pourquoi il choisit finalement ce club-là. Mais juste, je vais quand même rappeler, c'est la 5e recrue la plus chère de l'histoire d'Everton quand même, derrière Sigurdsson notamment, Richarlison, Dele Alli ou encore Alexis Iwobi. Et c'est quand même ultra impressionnant de voir que c'est un joueur de cet âge-là qui va quand même, on le rappelle, il avait été acheté 7 millions par le LOSC à Hambourg il y a un an. La plus-value, elle est énorme. Ça veut dire que juste sur une saison de Ligue 1 qu'il a passé au LOSC, ça suffit à lui faire prendre, alors c'est très trivial comme façon de voir les choses, mais 30 millions d'euros. Oui, c'est ça, mais c'est pas vraiment lui qui a choisi de prendre, évidemment, de prendre en valeur. Hein. Ça, c'est vraiment le marché et les joueurs. En fait, et ça, c'est ce qu'on remarque le plus souvent sur le marché des transferts actuellement, c'est que les clubs ont tendance à investir beaucoup d'argent sur des joueurs très jeunes. On l'a vu avec Manchester, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. Je veux dire, à mon avis, c'est 10 titularisations et que le LOSC en Ligue 1 cette saison. Donc, c'est vraiment rien du tout. Pour mettre 40 millions d'euros sur un joueur, au minimum, il faut des garanties. Mais là, c'est ce qu'on appelle un minimum de prospect. On sait aussi, et ça on peut vous le dire aujourd'hui, qu'il y a eu un travail de lobby fait par Roberto Martinez, très proche des dirigeants d'Everton, ancien entraîneur d'Everton, pour dire et pour convaincre aussi Everton de faire les efforts nécessaires. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que Everton se trouve quasiment à terre au niveau financier après avoir fait cette opération. Ils ont vendu Richarlison au début du mercato pour 72 millions d'euros. Aujourd'hui, ils arrivent avec... Sacha, je te coupe 2 secondes, on a un petit souci, on t'entend pas ultra bien. Je sais pas si c'est ton micro ou il y a des... Enfin, on a l'impression que tu es un peu dans un tunnel parfois. D'accord, ok, j'ai pas de micro. Donc je suis comme ça. Peut-être si tu mets des écouteurs, ça sera peut-être mieux. Ou peut-être se rapprocher, parce que du coup, comme ça te distingue de loin, peut-être ça te filtre un peu la voix. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ouais, je pense que ce sera mieux. Bravo. Bah, tant mieux alors. Si vous m'entendez mieux comme ça, je vais rester comme ça. Oh, c'est suave presque. Mais je vais rebondir du coup. T'as dit un truc super important parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu qu'il débarquait à Everton, je me suis dit, mais je sais pas pourquoi, comme ça, Everton avec la Belgique, il a l'air d'avoir un truc, je sais pas, une espèce de connexion. Ou, parce qu'il a beaucoup parlé de Lukaku aussi, Amadou Onana, quand il a signé pour Everton. Il lui a dit que le Romelu Lukaku l'avait appelé pour lui expliquer un petit peu pourquoi c'était bien pour lui d'aller du côté d'Everton. Moi, j'ai tout de suite pensé à Kevin Miralas aussi, qui a joué avant. Et Marouane Fellaini aussi, évidemment. Et tu as parlé justement de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui a coaché Everton pendant longtemps. À quel point, justement, il y a ce lien et à quel point ça peut jouer dans le transfert d'un joueur comme ça par rapport à, par exemple, à West Ham, qui était aussi sur les rangs pour Onana. Ben, ça peut tout faire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le sélectionneur de la 2e ou 3e nation, même si c'est au rang de FIFA, mais même si forcément, ça n'a pas une grande valeur en tant que tel, mais en tant que réputation, Roberto Martinez est écouté par la plupart des grands dirigeants. On l'a vu dans le transfert d'Arthur Théâtre, où Florent Maurice a pris justement le temps d'appeler Roberto Martinez pour avoir toutes les garanties nécessaires avant de faire le transfert d'Arthur Théâtre. Ici, ça a été le cas aussi avec les dirigeants d'Everton, et en l'occurrence, je pense que c'est Kevin Thelwell, le directeur, qui a également passé le temps de passer un petit coup de fil à Roberto Martinez pour avoir son avis. Donc non, il a un travail de lobby, Roberto Martinez, qui est vraiment très impressionnant. Et sur ses transferts cet été, oui aussi, parce que lui-même, en fait, n'arrête pas de pousser les joueurs en leur expliquant il faut aller en première ligue, il faut augmenter le niveau, il faut être transféré, etc. Et il leur fait comprendre quelque part que c'est quasiment une condition à leur sélection dans les Diables Rouges. Ouais, effectivement. Et je regarde le chat là en même temps là, qu'on discute. Je pense que y a Christine qui nous dit, je pense qu'avec le management de Lampard, c'est compatible. Ouais, effectivement, tu nous parlais de l'impact de Lampard, à quel point ça a joué dans la venue de justement d'Onana, qui a l'air quand même d'admirer sacrément l'ancien milieu de terrain de Chelsea. Oui, c'est ça. Et puis, c'est très intéressant de signaler également que ce sont des joueurs au profil relativement similaire. Ouais. On parle avec Amadou Onana d'un milieu défensif capable également de se projeter avec des velléités défensives intéressantes, un talent de créateur et aussi le fait de pouvoir se retrouver très rapidement avec sa grande taille dans les 16 mètres adverses, avec souvent des ballons aériens comme on le fait en première ligue, ça peut être très très utile. Et c'est un peu près ce que faisait Lampard, c'est-à-dire un vrai milieu de terrain de point bac, mais capable aussi avec sa créativité de faire des différences et de créer le surnombre justement en phase offensive.
Et il a vu, en fait, en Amadou Onana, ce que il était peut-être il y a de ça quelques années. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est assez passionnant de voir comment il y a des joueurs qui peuvent être inspirés par d'autres anciens grands joueurs, et il y en a tellement qui sont aujourd'hui à la tête des grands clubs européens qu'on dit que ça peut faire la diff quand il y a plusieurs clubs qui sont sur le marché. On parlait de ce qu'il a inspiré aussi. Il va prendre le numéro 8 à Everton, on en parlait hier, Sacha, le numéro de Kobe. T'en as discuté un petit peu avec lui, tiens, de ses inspirations comme ça? Amadou, c'est un grand fan c'est un Américain, en fait, dans son esprit. Dans sa personnalité, dans sa manière d'être, dans la façon dont il pense le monde, dans la façon dont il réfléchit sa carrière. On en a parlé notamment dans l'émission qu'on a fait avec le handball et Amadou. C'est totalement un homme qui voit déjà plus loin que ce qu'il est actuellement. Et donc, parfois, il est vu un peu, et ça a été un peu comme ça aussi à Lille, comme une espèce d'arrogant en disant, mais attends, t'es jeune, tu vas aller trop vite, etc. Mais en fait, lui, il pense différemment. Il veut simplement pousser les choses vers le haut pour que les autres le suivent vers le haut. C'est vraiment une mentalité en tant que telle. Et chez les Anglais, c'est beaucoup plus apprécié. C'est une espèce de mentalité de gagnant. Et il a toujours réfléchi plus vite que les autres en essayant, en tout cas, de porter sa mentalité pour qu'elle puisse justement insuffler sur l'énergie globale d'un collectif. Et ici, avec Jordan, je pense qu'il a trouvé vraiment un très très bon, je dirais, un bon groupe pour en parler. Alors, bien sûr, on parle de Gay, il y aura Doucouré, donc on va avoir un milieu de terrain extrêmement important. Et je pense que ça va notamment lui permettre de se sentir encore plus à l'aise parce qu'il y aura des francophones au milieu du terrain, donc la communication sera facile aussi. Ouais, effectivement, entre-temps, Sacha, ton homologue, a réglé les petits problèmes de son. Manifestement, c'était ta faute, en fait, non? Ah, okay. Ah bon, d'accord. Non, je suis rentré dans des paramètres d'un autre niveau pour essayer de modifier ça un petit peu. Donc, mais merci de me figer quand même gratuitement. Mais en vrai, tu sais quoi, il a appuyé sur un bouton là sur son tableur, ou je sais pas ce que c'est. Enfin, son bref. Tableur, elle a dit. Et je trouvais pas le nom. Et tu sais, genre, il m'a regardé, parce que le son était meilleur, il m'a regardé genre en mode, t'as vu ou pas? En mode, j'ai trouvé. Du coup, en vrai, même pas, c'était pas ce regard-là, c'était le regard de c'est mieux. Genre... Attends, moi j'avais une petite question aussi pour toi, Sacha, parce que il est encore jeune, 20 ans, il a une petite sélection avec les A, je crois, en Belgique. À ton avis, il est ouvert un grand avenir en sélection belge? Il y a beaucoup de concurrence quand même, on sait, avec les Diables Rouges. Oui, bien sûr. Alors là, la concurrence, elle est là, elle le sera toujours. Maintenant, Amadou a pour moi tout pour devenir le leader de l'équipe nationale belge de demain. C'est certain. Il a la mentalité, il a justement je dirais, le côté... alors le talent, ok, mais il a le côté un peu mix entre capacité, je dirais, à faire des différences quand tout va bien, mais également quand tout va mal, et de pousser ses coéquipiers à justement... alors ça, il doit encore évidemment évoluer là-dessus, il doit prendre en maturité, il doit s'installer un peu plus dans l'effectif des Diables Rouges, mais... hop, monter un petit peu ce niveau, le faire monter et installer sa mentalité dans celle des autres. C'est vraiment là-dessus qu'il est je dirais, le plus fort et qui pourrait être essentiel. Après, sur la qualité intrinsèque, oui, c'est quand même un joueur, si on parle de technique en tant que tel, qui est capable à la fois d'être dans l'impact physique et en même temps dans la création. Donc il a un mix parfait pour un milieu de terrain. Ouais, effectivement. Salut à tous dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui nous disent bonjour en même temps. Sacha, on leur dit bonjour aussi. Bonjour. Tu nous disais qu'il était un peu américain dans sa façon de parler, Amadou Onana. Et du coup, il speaks English very well ou pas? Ah ouais, t'as qu'à voir sa première interview là avec Everton, c'est absolument impressionnant. Ouais. Sa façon de parler en anglais avec l'accent et tout, la fin tu sais, la manière dont il s'arrête en fin de phrase, etc. Tu sens qu'il est complètement... Ouais, t'as l'impression que c'est un Américain, ouais, c'est ça, exactement, quoi. C'est impressionnant, vraiment. Il était prêt pour ce championnat, il attendait que ça, quoi. C'est plutôt le championnat qu'il n'attendait pas, mais lui, il était prêt depuis le début. Ouais, d'ailleurs, il était à Goodison Park le week-end dernier. Il était dans les tribunes pour le match face à Chelsea, je crois, dans les tribunes avec son agent, etc. Donc, il était chaud, quoi. Il était à peine arrivé qu'il voulait déjà être sur la pelouse. Ah, mais c'est ça, exactement. Les tractations étaient, je sais pas, on était à 90% de l'accord entre Everton et Lille, qu'il avait déjà prévu avec Everton d'aller assister au match face à Chelsea. Et en gros, la journée, c'était il dort le soir. Ensuite, il se lève le matin, il va faire sa visite médicale. Il signe son contrat. Et puis après, dans la foulée, il va voir le match et puis il revient
Il revient pour finir tout ce qui est détails, etc., compléter tout ce qui est ce qu'on appelle le paperwork en anglais. Dans la soirée, juste après le match face à Everton. Et effectivement, il était avec sa sœur Melissa et son agent, son agent qui est aussi le partenaire de sa sœur, qui est également son agent, Geoffrey Auckland. Voilà. Ouais, effectivement. En tout cas, est-ce que tu as eu des infos? Est-ce que tu sais si ça fait partie des termes du contrat qu'il ait une place de titulaire assez rapidement dans l'équipe à Everton ou pas? Ça, c'est des choses qui n'arrivent jamais dans le monde du football. C'est des grandes fantaisies dont on pense parfois, Flora. C'est juste de la parole, quoi. C'est juste un accord verbal. Mais tu peux jamais en fait mettre sur un contrat obliger quelqu'un à être titulaire. Ça n'existe pas. Ça, c'est parfois des idées globales qui sont reçues. Bon, bien sûr, Everton, tu l'as dit, je crois que c'est le 5e montant le plus important de leur histoire en termes de transfert. Ils le font pas pour le mettre sur le banc. Tu vois, l'objectif c'est de le valoriser, de faire en sorte qu'il explose dans les 2 années et puis le revendre à 80 patates dans 2 ans, tu vois. Ouais, ça c'est. Je crois que même au niveau de Lille, c'est une des meilleures ventes de leur histoire, non? Ouais, ils ont vendu pas mal. Il y a quoi? Il y a Osimhen, il y a Pepe. Nicolas Pepe. Et je crois genre 2-3 crans en dessous, du coup tu peux mettre, tu mets Onana. Ils le vendent combien? Bon, hasard, je sais plus à l'époque. Je fais appel à une mémoire qui flanche très facilement, mais j'ai vu un truc passer tout à l'heure. 40 millions, il part à 40 millions. Donc quand même, on a un peu. C'était un peu supérieur parce qu'à ce moment-là, Chelsea avait dégainé directement le montant, alors que là, on est à 36 plus 4 en bonus. Et alors là où il a été très intéressant, et c'est à peu près un des points où ça a été très compliqué de finir le deal, en fait, c'était les pourcentages à la revente. Parce que ce que Olivier Létang a réussi à retirer d'Everton avec 20% à la revente, c'est énorme. Si le joueur est vendu 80 millions dans 2 ans, imagine combien il peut récupérer, quoi. Ouais, clair. Je m'étais trompé, je précise. C'est en fait dans les plus grosses ventes de Lille depuis 2019, c'est Nicolas Pepe, Osimhen, Botman et ensuite Onana et puis après Leao, Gabriel, Thiago Mendes. Boubakary Soumaré, oui, enfin, j'avais pas précisé. D'accord. Mais du coup, Sacha, moi, quand je vois ça, c'est évidemment très bien pour lui. C'est un step énorme dans sa carrière, etc. Je pense à notre pauvre petite Ligue 1 qui est dépossédée de ses talents après seulement une saison. On a l'impression que finalement, la Ligue 1, elle est vouée à avoir juste des talents comme ça de passage et à servir à faire exploser des joueurs, en fait, pour qu'ils aillent ensuite s'éclater dans des grands clubs européens. Alors, dans certaines configurations, effectivement, c'est le cas. Alors ici, c'est surtout concernant Lille. Donc le LOSC a vraiment cette vocation depuis quelques années à faire du trading avec les joueurs, à récupérer des joueurs dont ils peuvent imaginer que s'ils réussissent ou s'ils sont, je dirais, dans le bon moment, dans la bonne structure, dans la bonne convergence, ils pourraient être vendus très rapidement et pour beaucoup plus cher. Ici, c'était le cas avec Amadou. Maintenant, faut pas non plus, je dirais, trop généraliser ce genre de principe. Souvent, c'est le cas avec des jeunes joueurs français. On a eu Koundé à un moment donné. Il y a eu Fofana après, donc de Saint-Etienne à Leicester. Voilà, un par un au moins il y en a. Et il faut aussi se rendre compte du fait que la France est un grand championnat pour former des très grands talents, un nid de talent incroyable, mais c'est pas forcément un championnat qui tend à vouloir garder ses talents parce qu'ils ont besoin de cet argent pour ensuite pouvoir réinvestir et maintenir la viabilité du club. En fait, c'est vraiment inscrit dans les structures et budgétaires des clubs. Ouais, effectivement. Et pour répondre quand même dans le Shearer is God, non, je découvre pas la Ligue 1, les amis. Évidemment que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Mais là, c'est juste que ça fait une saison, quoi. Il a passé une saison en Ligue 1. Il prend 30 millions de valeur marchande d'un coup. C'est quand même assez impressionnant. C'est ultra valorisant, évidemment, pour les joueurs. Ça l'est dans un sens pour la Ligue 1 parce que ça veut dire que c'est un championnat qui met en avant des grands talents qu'on retrouve finalement quand on regarde aujourd'hui les grands joueurs européens. La plupart sont passés par la Ligue 1 à un moment au début de leur carrière, donc c'est ultra valorisant. Mais c'est vrai que pour l'expansion du championnat à terme, pour des clubs comme Lille qui tendent à lutter pour le titre ou à concurrencer le PSG, forcément laisser partir les talents principaux à un moment donné, la concurrence elle est plus trop là, quoi. Ouais, c'est compliqué, bien sûr. Après, il faut quand même vraiment remettre les choses dans leur contexte. Amadou il a vécu énormément de choses avec la Belgique qui l'ont aussi aidé à se mettre en avant, en dehors du fait qu'il a joué avec Lille. Parce que oui, bien sûr, si tu te bases sur les 10 titularisations, ok.
Maintenant, il a été chercher l'Euro en moins de 21 avec la Belgique. Aussi, il est devenu international A, je pense que c'était en juin dernier. Donc, ça s'est vraiment bousculé pour lui. Et après, il y a eu un vrai travail de lobby de la part de Roberto Martinez. Tu ajoutes à ça le fait qu'il est très très jeune et qu'il a une grosse base de développement. Tu peux un peu comprendre pourquoi les Anglais ont mis 40 millions avec bonus. Effectivement. Moi j'ai une question pour toi Sacha, parce que visiblement tu sembles avoir le flair pour les pépites belges. Bon là pour le coup, non mais t'as fait un entretien avec Onana avant qu'il pète un petit peu sur le mercato et qu'il parte en première ligue, donc t'avais senti le truc venir depuis un moment. Là aujourd'hui, maintenant que lui il est parti en première ligue, est-ce que là tu peux nous teaser un peu, c'est quoi là le futur talent belge qui pourrait un petit peu exploser de la même manière? Alors là, il y en a deux qui sont fantastiques, dont un qui a fait un match merveilleux, qui doit encore s'améliorer en termes de justesse technique, en termes de premier contrôle, etc., mais qui est en termes de potentiel, voilà quoi, on est sur du Gervinho. C'est Yohan Bakayoko du PSV. Il a vraiment beaucoup aidé son équipe du PSV à éliminer l'AS Monaco hier. Il a été excellent. Il faut rappeler que ce mec, je crois, a 18 ans. C'est absolument fou. On a une jeune génération ici, les 2004, 2003, 2004, qui est vraiment, voilà, qui est assez forte. Et puis, il y en a un qu'on a pu suivre ici ce week-end avec RM. Non, ah ben non, forcément non plus. Mais avant, avec RMC Sport, j'allais dire, c'est Romeo Lavia, titulaire avec Southampton au poste du milieu défensif à seulement 18 ans. C'est deux joueurs qui vont faire le futur des Diables Rouges à l'avenir. Et c'est en 2004, quoi. On parle d'un 2004, titulaire avec Southampton, belge, et pas encore international U21, mais bientôt. Donc voilà, ça fait partie des jeunes pépites qui vont commencer à grandir, sans compter évidemment 2-3 joueurs aussi, mais qui doivent encore faire leur chemin de leur côté avant d'atteindre le haut niveau, mais qui évoluent toujours dans le championnat de Belgique, et dont on parlera plus tard, j'en suis sûr. Bah oui, parce qu'il y a forcément un des deux avec lesquels tu vas nous refaire une petite vidéo, et puis après on sait comment ça se passe. Il va signer dans un très grand club, parce que c'est en train de se produire. Il y a quand même un vivier de ouf en Belgique. Enfin, moi, ça m'impressionne à chaque fois. Il y a des joueurs qui sortent en permanence, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Franchement, on est en train de se professionnaliser au niveau justement, au niveau de. En fait, ce qui manquait à la Belgique, c'était vraiment un exemple à suivre et le côté internationalisation en fait, en Belgique, il y a des talents, quoi. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a vraiment ouvert la porte, c'est forcément Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku. Et puis quand tu as vu qu'il y a d'autres joueurs qui venaient d'une autre génération, mais qui commençaient également à réussir, avec justement l'importance derrière des lobbies, les agents qui travaillent bien, etc., les choses qui commencent à se professionnaliser de plus en plus en Belgique, les centres de formation, une espèce d'uniformité globale sur le système de jeu à installer avec les jeunes de l'équipe nationale belge, c'est-à-dire le 3-4-2-1 qui est promu par l'équipe A et Roberto Martinez. Tout ça, ça a créé en fait un grand professionnalisme. Parfois un espèce de petit formatage parce que t'as pas vraiment des joueurs authentiques, t'en as quelques-uns qui sortent par-ci par-là, mais voilà, les joueurs un peu out of the box comme Amadou, c'est assez rare parce qu'il a vraiment un parcours atypique, mais généralement, voilà, t'en as 4-5 qui sortent sur l'année, quoi. On va prendre quelques questions dans le chat avant d'aller sur les autres news mercato. Question de Kev qui te dit: est-ce que Openda va s'imposer en France selon toi? Et est-ce que, alors je vais peut-être écorcher son nom et je te prie de m'en excuser par avance, est-ce que De Ketelaere va s'imposer en Italie selon toi? Ah, j'aurais adoré te dire oui tout de suite, parce que je suis un grand fan de Charles, qui en plus de ça, mais si vous avez l'occasion un jour d'avoir Charles au téléphone, en interview, en discussion, 2 minutes, c'est un charme, mais incroyable. Il est charmant. Il nous contacte. Viens. Tu pourras aller sur le tabouret bancal qui est derrière nous. Mais Charles est charmant, quoi. Bien éduqué, bien élevé. T'as l'impression que c'est vraiment the pretty beautiful family, quoi. Tu vois, il est arrivé avec son idéal. Oui, vraiment, c'est ça. Il est, le blond aux yeux bleus, grand, avec sa petite amie blonde aux yeux bleus, les parents qui viennent au transfert. La famille. C'est vraiment le premier de classe, quoi. Ah non, mais c'est fantastique. Franchement, vous auriez vu la façon dont le transfert s'est déroulé. C'était, en plus de ça, très clair pour tout le monde. Le gamin n'a jamais changé d'idée. Il a toujours voulu le Milan. Ça fait 6 mois qu'il veut aller à Milan depuis février. Il a discuté avec Maldini, Massara qui le voulait.
Voilà, il a mis un vrai coup d'accélérateur en fin mai, à la fin de la saison, mais tout a toujours été très clair dans son esprit, il n'y a jamais eu aucun doute. Il a compris pourquoi il voulait aller là-bas. Toutes les conditions étaient réunies, et même si le transfert a pris énormément de temps, ça n'a jamais été de sa faute. En fait, c'est le club de Bruges qui voulait faire le plus grand transfert sortant de l'histoire du championnat de Belgique en vendant Charles de Ketelaar à peu près 35 millions. Finalement, ils l'ont eu à 36 millions, bonus compris. Voilà, ils ont fait une opération absolument dingue. Personne n'a jamais vendu comme ça en Belgique, et c'était aussi parce que c'était leur petit, comment on dit en Belgique, c'était leur quête, quoi, tu vois, c'était leur petit chouchou. Ils venaient du centre de formation, c'était la première fois que ça arrivait à Bruges, vraiment un jeune du centre de formation qui est vendu aussi cher et qui était aussi convoité. Donc voilà, mais bien sûr que c'est un transfert inédit, et c'est l'un des transferts qui m'a coûté le plus de temps et le plus d'énergie, avec celui d'Amadou Onana. Donc c'est te dire un peu l'impact et le stress aussi, hein, qui était inhérent à cette transaction. Et pareil, en Ligue 1, on avait suivi aussi l'arrivée d'un autre joueur qui a eu un début en Ligue 1 assez difficile, puisqu'il était impliqué sur un but qui a coûté un petit peu à son équipe. C'est Arthur, alors je sais pas si on dit Théâtre. Tu le dis bien. Ok, merci. À Rennes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que l'ouverture de façon de la saison de Rennes était un petit peu compliquée. Forcément, c'est retombé un petit peu sur lui. Mais concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce jeune joueur qui a rejoint le Stade Rennais? Arthur, c'est une personnalité un peu particulière. C'est un joueur un peu foufou, en fait. Il est très positif, parce que tu vois que c'est quelqu'un qui ne calcule jamais ses efforts, qui est toujours dans dans le fait d'agir avant de réfléchir. Donc c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans son football, de très généreux, de très extraverti. Il montre aussi beaucoup sa personnalité, il aime montrer qui il est vraiment. Et donc, je dirais que parfois, il fait beaucoup d'erreurs parce il va un petit peu trop vite en besogne. Il se précipite parfois un peu trop dans son jeu, mais en même temps, il est tellement généreux que ça compense, quoi. Donc, je dirais qu'on va vraiment avoir beaucoup de surprises. En tout cas, c'est sûr et certain, avec Arthur, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. En Ligue 1, ça va être chouette. Vous allez le voir crier, vous allez le voir faire des tacles, vous allez le voir marquer de la tête, vous allez le voir gesticuler de partout. Enfin, c'est un vrai personnage aussi. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup Sacha pour cette petite revue des jeunes talents belges et le focus sur Onana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se regardera un bout de la vidéo que tu as faite, et bien sûr je la partagerai dans le chat, parce que c'est une vidéo qui est hyper intéressante, que tu as fait par tes propres moyens, et qui franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez inspirante, et ça montre que tu as bien taffé pour le faire. Je vous mets ça dans le chat tout à l'heure, et puis je te remercie encore une fois Sacha, et dès qu'on reparlera football belge, tu sais que tu recevra un message de ma part. Ça fait plaisir, Sacha. Merci beaucoup, merci Flora. Merci et voilà, prenez soin de vous, et j'espère que vous apprécierez. Surtout, je vous donne juste une petite avant-goût sur l'émission avec Amadou. Donc ça s'appelle The Game Changer. À la fin, il y a un twist et il chante. Voilà. Ok. C'est cadeau. Là, c'est bon, le teasing est réussi. Okay. Donc ça nous va. On est très chansons ici. Ouais, t'es tombé sur de bons clients là, niveau chanson. Ah, je te jure. Voilà, c'est ça, exactement. Je vous en dirai pas plus, mais en plus de ça, c'est une reprise d'une chanson très connue, d'une chanteuse très connue de notre époque. Allez. Ça sent Céline Dion. Est-ce que c'est vraiment de notre époque encore? On a dit de notre époque. Il n'y a pas d'époque pour Céline Dion. Elle est intemporelle. Pardon, c'est vrai, désolé. La légende. J'ai un peu bafoué le but. Merci beaucoup Sacha. Passe une bonne fin de journée, et à très très vite. C'était très très cool. Ciao.